Bonjour à tous, je suis le docteur Jean Wolfart, médecin généraliste à la maison de santé de Baume-les-Dames et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire qui va être consacré aujourd'hui au papillomavirus humain, dont l'acronyme c'est HPV en anglais. Comme d'habitude, la session est enregistrée. Vous pourrez donc la revoir en replay sur le site de la FEMASCO. À la fin des échanges, vous pourrez poser des questions. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois interlocuteurs sur cette thématique passionnante. Le professeur Douvier, qui est gynécologue au CHU de Dijon, le docteur Rimzanova, qui est médecin représentant du Centre de coordination du dépistage des cancers en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis va nous rejoindre rapidement le docteur Delagrange, qui est ORL et qui travaille au centre Leclerc. C'est un centre de cancéro à Dijon. Voilà, on va pouvoir commencer la présentation et on va donner la parole en premier au professeur Douvier sur la présentation du papillomavirus. Voilà, je ne sais pas si on voit le diaporama. Si, tout à fait, c'est bon. Parfait. Bon, donc, on va parler du papillomavirus et pour ma part, donc, je vais essayer de vous parler de ce que c'est que ce virus, voir rapidement son épidémiologie et surtout vous parler de la prévention primaire puisque c'est l'actualité actuellement au niveau scolaire, en parlant du vaccin, de son efficacité, les recommandations et la couverture vaccinale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un papillomavirus? En fait, le papillomavirus, c'est un petit virus qui est à ADN, avec deux brins d'ADN dont un seul s'exprime, qui est entouré d'une espèce de capside avec des protéines qui sont spécifiques du type de papillomavirus. Parce qu'en fait, il y a plus de 200 types de papillomavirus différents dans le monde, et il y en a à peu près une quarantaine qui peuvent infecter la peau et les muqueuses. Parmi ces 40, il y en a 12 à 13 qui ont un haut risque oncogène, c'est-à-dire qui peuvent être associés à des cancers. Sur le plan épidémiologique, l'infection humaine au papillomavirus, et en particulier au niveau génital, est très fréquente et même, on peut dire, banale. C'est simplement le reflet d'une activité sexuelle en ce qui concerne l'infection gynécologique. La transmission se fait par voie cutanée et muqueuse, par contact rapproché. La contagiosité entre partenaires est très élevée. 60% des partenaires des personnes infectées vont développer une infection. Et cette infection est précoce dès les premiers rapports sexuels, avec un pic d'infection qui se situe avant l'âge de 25 ans chez les femmes. Pour la répartition de l'incidence des infections à papillomavirus chez l'homme, en fait, on n'a pas exactement le même pic d'incidence et le risque est, semble-t-il, à peu près le même, quel que soit l'âge de l'homme. Normalement, par rapport à cette infection à papillomavirus, en fonction des pays, vous voyez que la prévalence n'est pas tout à fait la même. Certains pays sont plus exposés à ce papillomavirus, comme les Caraïbes par exemple, ou l'Afrique de l'Est, avec au niveau mondial un taux moyen de 11 à 12% de prévalence de papillomavirus. Quand je parle de prévalence, c'est le risque de trouver un papillomavirus à un temps T sur toute la population concernée, sachant que le pic d'incidence, et à ce moment-là les taux sont plus importants, se situe avant l'âge de 25 ans. On peut considérer qu'avec ces fréquences-là et cette prévalence, c'est vraiment l'infection IST, donc l'infection sexuellement transmissible, qui est la plus fréquente, puisqu'on admet qu'au cours de sa vie génitale, plus de 70%, voire 80% des personnes sexuellement actives seront ou ont été infectées au cours de leur vie par un papillomavirus au moins. Normalement, par rapport à cette infection, la patiente ou le patient va fabriquer une immunité qui va se débarrasser de ce virus. Mais comme c'est un virus qui ne passe pas par le sang, cette immunité est beaucoup plus longue à agir. C'est une immunité locale, immunité cellulaire, et il faut en moyenne 1 à 2 ans pour arriver à se débarrasser de ce virus. Ce qui explique qu'on peut avoir un portage qui va durer dans le temps, en particulier en fonction du type de papillomavirus. Des éléments qui vont intervenir dans cette capacité à se débarrasser de ce virus, le tabac est un élément important à prendre en compte puisque l'acide nicotinique réduit très significativement la qualité de l'immunité locale.
C'est normalement une infection bénigne, mais malheureusement, dans certains cas, on peut avoir apparaître des cancers qui sont HPV induits. Ainsi, chaque année, en France, on a plus de 6 400 nouveaux cas de cancer qui sont causés par des papillomavirus. Comme vous pouvez voir sur ce diaporama, donc sur ce cliché, donc vous avez les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. On a effectivement toujours cette infection responsable de cancer gynécologique, 3000 cas de cancer annuels pour la femme, mais 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus qui nécessiteront une prise en charge pour éviter l'évolution vers un cancer. À côté de ça, on a un certain nombre de cancers de la vulve et du vagin, un nombre non négligeable de cancers de l'anus, mais également, vous voyez, des cancers des voies aériennes supérieures. Chez l'homme, cancer du pénis, c'est quand même pas très fréquent, mais tout de même, il y en a une centaine chaque année liés à l'HPV, cancer de l'anus et surtout cancer des voies aériennes aérodigestives supérieures. Et à côté de ça, vous avez des lésions bénignes qui ne sont pas cancéreuses, mais qui sont relativement importantes. Vous voyez, 50 000 pour les hommes, 50 000 pour les femmes, qui correspondent majoritairement à des verrues génitales qui sont quand même assez incommodantes. Il y a différents types de prévention que l'on peut proposer pour éviter ces infections à papillomavirus. La prévention primaire, c'est la vaccination. La prévention secondaire, ce sera de dépister les éléments liés à ce papillomavirus. On verra ça dans le topo suivant. La vaccination, le principe de cette vaccination, c'est d'utiliser l'enveloppe du virus sans avoir l'ADN, donc sans avoir la contagiosité de ce virus et bien sûr le risque évolutif, en prenant simplement les protéines qui entourent la capside, qui sont spécifiques des types, on arrive à immuniser la patiente ou le patient en créant des anticorps, anticorps qui vont ensuite diffuser, comme vous le pouvez voir là-dessus, dans les muqueuses et au niveau cutané, et vont donc empêcher la pénétration du virus dans les cellules et entraîner bien sûr le développement de ce virus dans les cellules. Actuellement, on propose un vaccin non avalent dans lesquels on a donc 9 types de virus qui sont concernés par la vaccination, 2 qui sont qui concernent que les lésions liées à l'HPV à bas risque. Donc le 6, le 11, ce sont donc principalement les verrues, et 90 à 95% des virus sont liés à 6 et 11. Et puis 7 qui vont être dirigés vers les HPV dits oncogènes, c'est-à-dire qui peuvent être associés à des cancers. Si on considère cette couverture comme étant à 100%, on peut considérer que plus de 90% des cancers HPV induits seront contrôlés par cette vaccination. Alors, quid concernant les recommandations vaccinales actuelles? On propose une vaccination de 11 à 14 ans avec un rattrapage de 15 à 19 ans. Actuellement, il est temps pour parler de proposer un rattrapage jusqu'à 26 ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Ce n'est pas encore passé, mais vraisemblablement, on verra apparaître ça sur l'année 2025. Quand on s'adresse à des patients de 11 à 14 ans, 2 doses suffisent, avec un espacement d'un minimum de 6 mois entre les 2 doses. Quand on s'adresse en rattrapage, ce sera 3 doses, que ce soit à 15 à 19 ans, voire jusqu'à 26 ans, ce sera 3 doses, 0, 2 et ensuite 6 mois. On ne tient absolument pas compte du début de la vie sexuelle, là, et on agit préventivement concernant la future infection à HPV. Alors, est-ce que c'est efficace de proposer une vaccination? Cette efficacité, on peut l'avoir à 3 niveaux. Soit au niveau du portage du virus, soit au niveau des lésions précancéreuses, soit, voire carrément, au niveau du cancer. Concernant le portage, on doit à l'Australie les premiers résultats, puisque c'est le pays qui a vacciné massivement le plus sa population et le plus précocement, puisqu'elle a commencé en 2007 sa vaccination. Quand on prend une population de 18 à 24 ans et qu'on regarde la prévalence de l'infection à HPV 6, 11, 16 ou 18, avant la période de vaccination et après, en prenant 2 périodes 2010, 2012 et 2015, on s'aperçoit, sachant que la couverture vaccinale est de très bonne qualité pour les jeunes, puisqu'elle est plus de 80%, qu'on a une baisse de 93% du taux d'infection à HPV 6, 11, 16 ou 18 entre les périodes donc avant la vaccination et après la vaccination. Concernant les lésions précancéreuses, donc là on s'adresse surtout aux études qui ont concerné le vaccin, on s'aperçoit que sur un suivi de 1,3 à 8 ans, on passe pour les femmes non vaccinées à un taux de lésions cervicales de haut grade de 164 pour 10 000,
versus pour les femmes vaccinées, un taux de 2 pour 10 000 de lésions de haut grade. De la même façon, sur cette période, on a pu avoir un excellent profil d'innocuité confirmé dans toutes ces études avec des taux, un nombre de femmes très important. Enfin, la prévention sur le cancer. Alors, vous pensez bien, le cancer, ça ne vient pas tout de suite, et c'est effectivement pas à 14 ans qu'on va avoir un cancer du col de l'utérus. Donc, on a été obligé d'attendre un certain nombre d'années avant de pouvoir commencer à voir des résultats sur le cancer. Et c'est en Suède qu'on a pu montrer les premiers résultats. Comme vous voyez sur ce diagramme, on a sur le jaune des femmes non vaccinées, sur le bleu des femmes qui ont été vaccinées entre 17 et 30 ans, et sur le vert des femmes qui ont été vaccinées avant l'âge de 17 ans. Et on s'aperçoit qu'on a une réduction du risque de cancer de 88% si la vaccination date d'avant l'âge de 17 ans et de 53% si la vaccination date d'entre 17 et 30 ans. On a la première preuve de la diminution et de l'efficacité du vaccin sur le cancer du col de l'utérus. Donner de la tolérance, je ne vais pas vous sortir tous les chiffres concernant la tolérance, puisqu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, mais je vais simplement vous donner la recommandation du Comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins, qui considère qu'actuellement, le vaccin est très rassurant en termes de sécurité et surtout met en garde concernant les fausses allégations, les fake news, concernant le risque du vaccin qui pourrait générer un mauvais taux de couverture vaccinale, comme ça se passe actuellement un petit peu en France. Alors, qu'est-ce qu'il en est justement concernant les données de couverture vaccinale en France? Eh bien, cette courbe montre l'évolution de la couverture vaccinale sur les filles de 15 ans avec une dose. Et vous voyez qu'en France, on est aux alentours de 54,6% à une dose pour les filles de 15 ans. Et pour les garçons, on est à 25,9%, ce qui n'est pas encore bien très important. Concernant les filles de 12 ans et l'impact de la campagne vaccinale, puisque vous savez que depuis l'année dernière, on propose en milieu scolaire au 5e une vaccination. Et voilà ce que ça a donné l'année dernière, donc sur cette période où on a comparé avant la vaccination, donc avant ce programme scolaire, et après le programme scolaire. Et vous voyez qu'on est passé à l'échelon national de 38 à 55%, donc on a gagné 17 points en termes de couverture vaccinale sur cette période où on a introduit le programme scolaire, et pour les hommes de 26 à 41%. Au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, sur cette même période, on voit qu'on a gagné un tout petit peu plus, puisqu'on a fait plus 20 points pour les filles et plus 19 points pour les garçons. Mais attention, quand on analyse ces 400 000 vaccinations d'enfants de 12 ans entre 2023 et 2024, on s'aperçoit que la campagne vaccinale scolaire n'a concerné qu'un tiers des personnes vaccinées. 2 tiers ont été vaccinés en ville. Certes, influencés vraisemblablement par la campagne de vaccination qui avait été proposée en milieu scolaire. Et les gens, plutôt que de se faire vacciner en milieu scolaire, ont préféré mettre leurs enfants auprès de leur pédiatre, de leur médecin généraliste, de la sage-femme ou du pharmacien. En 2024, on a l'impression d'avoir une petite baisse des vaccinations en ville et peut-être qu'on aura une augmentation des vaccinations en milieu scolaire. On ne sait pas pour l'instant en termes de chiffres. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne faut pas compter que sur le programme scolaire. Il faut s'investir dans cette prévention primaire qui pourra éviter, voire nous débarrasser peut-être un jour définitivement du papillomavirus. Je vous remercie et merci de votre attention. On a une question, professeur Douvier, qui vient des auditeurs. Au-delà de 25 ans, alors en dehors de l'AMM et des remboursements, je présume, est-ce que la vaccination, elle est quand même recommandée? Alors, le terme de recommandation est mal choisi parce qu'à partir du moment où on dit elle est recommandée, c'est-à-dire qu'elle incite à une prise en charge financière. Elle a conseillé. Alors, conseiller, c'est mieux, oui. Alors, effectivement, on pourrait conseiller parce qu'il y a une efficacité qui est prouvée, hein, certes, qui n'est pas la même que quand on vaccine à 14 ans, c'est évident, mais qui est prouvée. En particulier, effectivement, quand on regarde les courbes, je ne vous l'ai pas mis, les courbes d'incidence des papillomavirus, on s'aperçoit que après l'âge de 40 ans, il y a un nouveau petit pic qui réapparaît, beaucoup moins important que celui, bien sûr, de 25 ans, mais il y a un petit pic qui apparaît, qui laisse à penser qu'il y a une infestation virale. Bon, je ne cherche pas le mécanisme et l'explication, mais en tout cas, il y a une recrudescence d'infection virale qui pourrait très bien justifier effectivement de vacciner jusqu'à 45 ans. La limite, c'est le coût du Ah vaccin, oui, hein, parce qu'il est, parce il que est là, ça voudrait dire 3 doses pour les voilà, personnes non 3 doses et vaccinées, ça doit être dans les 115 euros le la vaccin. dose. Ça fait un budget conséquent, mais voilà, pourquoi ne pas le conseiller? D'accord, merci beaucoup de cette précision.
On va passer maintenant la parole au docteur Rimzanova. Bonjour Raoushan, merci de ta présence. Tu représentes aujourd'hui le Centre de coordination du dépistage des cancers de Bourgogne-Franche-Comté et ton axe, toi, d'attaque, ça va être plutôt la prévention du cancer du col de l'utérus. Ouais, plutôt la prévention secondaire. Et de la prévention secondaire, oui, Oui. effectivement. Oui, merci Jean. Et en fait, j'aimerais commencer ma présentation et je vais inverser les rôles. Je vais te poser moi-même une première question. La diapositive suivante. Est-ce que tu connais cette belle femme, Jean? Est-ce que... Alors, pas du tout. J'avoue humblement que je ne connais pas. Alors, son nom apparaît, Ada Lovelace. Oui, exact. Donc, c'était une femme brillante d'origine britannique qui est née au 1815. Et donc, on peut la considérer comme la pionnière de la science informatique parce que c'est elle qui a décrit le premier programme informatique sur l'ancêtre de notre ordinateur. D'accord. Et donc, en fait, elle a eu 3 enfants et elle a décédé à l'âge de 36 ans du cancer du col de l'utérus. Donc, à l'époque, elle n'avait pas de prévention primaire ni de dépistage. Donc, la diapositive suivante. Ouais, donc, son cancer nous a privés de toutes ces Voilà, recherches futures. tout à fait. Et donc, en D'accord. fait, voilà, je voulais faire juste un petit rappel par rapport au diagnostic et au dépistage. Donc, l'examen cytologique a été proposé en 1943 par Papa Nicolaou. Donc, c'était le médecin grec qui a vécu aux États-Unis. Et donc, l'origine virale de cette pathologie a été découverte seulement dans les années 70. Et les vastes campagnes de vaccination ont débuté en 2007, notamment en Australie, qui ont commencé par les filles. Et en 2013, ils ont ajouté les garçons. Et donc, la diapositive suivante. Donc, sur cette diapositive, vous pouvez observer un échantillonnage des pathologies dues à HPV. Donc, on peut citer des cancers anogénitaux, des lésions précancéreuses, donc col de l'utérus, vulve, vagin, anus. Des cancers des voies aérodigestives, c'est une notion relativement récente qui sera développée dans la troisième partie de notre webinaire. Donc, c'est une pathologie qui est liée essentiellement à l'HPV 16. Et on peut citer également des verrues plantaires, des verrues génitales et la papillomateuse laryngée qui sont souvent liées à l'HPV 6 et 11. La diapositive suivante. Donc, sur ce schéma, vous voyez la contribution globale d'HPV. Donc, le cancer du col de l'utérus, il est dans 100% d'origine HPV virale. L'anus, presque 90%, vagin 75%, oropharynx 43%. Donc, vous voyez, ce virus, il est quand même à l'origine de plusieurs cancers avec la contribution différente. La diapositive suivante. Donc ici, on peut regarder la répartition des différents types HPV. Donc essentiellement, il s'agit de HPV 16. Et pour le cancer du col de l'utérus, dans 70% des cas, il s'agit de HPV 16 et 18, qui est un petit peu plus présent pour cette pathologie. Et ensuite, donc vous voyez, on peut rencontrer également HPV 31, 33, 45, et puis on parle maintenant déjà de 52 et 58. Oui, donc plein de HPV qui donnent des cancers, mais quand même majoritairement 16 et dans une moindre proportion 18. Oui, exact. Alors, cette diapositive, juste pour rappeler que la transmission se fait plus facilement des femmes vers les hommes. Et en plus, donc la particularité chez l'homme, c'est qu'ils sont un petit peu plus sensibles à cette infection. Donc, l'infection plus fréquente chez l'homme, HPV, je parle, et en plus, en termes de fréquence, cette infection est constante tout au long de leur vie chez l'homme. Ils sont moins bien immunisés parce que la séroconversion est faite moins bien. Et en plus, ils ont moins d'anticorps naturels contre cette pathologie. Donc, pour résumer, les hommes, ils sont un petit peu plus susceptibles de rattraper cette infection et ils sont un petit peu moins bien armés pour s'en protéger. La diapositive suivante, d'où l'intérêt de la vaccination. Des garçons, quoi. Oui, oui. Ouais. Alors, par rapport à l'épidémiologie du cancer du col de l'utérus, donc vous voyez, c'est un enjeu de santé publique important parce que c'est une pathologie qui touche des femmes jeunes. L'âge médian au diagnostic, 53 ans.
le pic quand même se trouve à 40 ans et l'âge moyen au décès 64 ans avec le pic qui se trouve vers 50-51 ans. Et je rappelle que la survie nette pour cette pathologie se dégrade en France et parce que en fait, cette survie qui était calculée sur des lésions invasives, en fait, retrouve les femmes qui ne participent pas au dépistage et souvent, malheureusement, chez ces personnes, on diagnostique cette pathologie sur les signes cliniques quand c'est déjà un petit peu Ouais. trop tard. Ouais. Quand on pose le diagnostic, c'est des stades avancés, donc forcément, Tout à fait, le pronostic est plus sombre. exact. Merci. Donc, la diapositive suivante. Donc, voilà, c'est sur ce schéma, vous pouvez observer trois cinétiques. Hein. Voilà, juste un petit rappel, l'infection HPV, le pic, vous voyez, 20 ans. Le pic pour des lésions précancéreuses à partir de 30 ans et des lésions invasives, on commence à observer avec des changements significatifs à partir de 35-40 ans. Et donc, en fonction de ces trois cinétiques, on propose en France deux stratégies qui sont complémentaires. La diapositive suivante. Voilà, donc en fait, la vaccination, qui était très bien expliquée dans la première partie, et le dépistage, qui est proposé à partir de 25 ans, entre 25 et 30 ans. Donc, c'est un examen cytologique. Si deux prélèvements sont négatifs à un an d'intervalle à 25 et 26 ans, on propose le troisième à 29 ans. Donc, si la cyto est anormale, on propose d'emblée, avec le même prélèvement, le test de triage qui détecte la présence virale. Donc, avec le même flacon. Et à partir de 30 ans, le test HPV, donc 3 ans après le dernier examen cytologique, et ensuite un test HPV tous les 5 ans. Et donc, c'est pareil, si le test HPV est positif, on propose d'emblée un test de triage ou un test de réflexe pour réaliser un examen cytologique. Donc, alors, je rappelle, parce que c'était fait dans le cadre d'expérimentation, le co-testing n'a pas prouvé son efficacité. Donc, en fait, il y a plusieurs études qui étaient réalisées. Ils ne montrent pas une augmentation de sensibilité si on fait les deux en même temps. Quand tu dis co-testing, c'est la cytologie plus la détection du HPV. Oui, tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, sur le bon qui accompagne le prélèvement, il y a la case co-testing. Donc, en fait, on vous déconseille de cocher cette case parce que ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, je remercie le professeur Christiane Mougin qui vient de m'envoyer un papier qui vient de sortir. Donc, c'est une étude suédoise menée par Joachim Dillner qui montre à nouveau que le testing ne prouve pas du tout son efficacité. Donc, il faut vraiment cocher une seule case, soit la cytologie, soit le test HPV en fonction de la tranche d'âge. Et de toute façon, entre les 25 et 30 ans, si la cytologie est pathologique, il y aura un recherche d'HPV. Tout à fait. Et inversement, si on détecte du HPV, au-delà de 30 ans, on ira voir les cellules. Oui, tu as très bien résumé, Jean. Merci. Super. La diapositive suivante. Donc voilà, pour l'instant, le taux de couverture en termes de dépistage, il n'est pas super en France. Hein. Donc la Bourgogne-Franche-Comté se trouve légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Et en fait, je rappelle que l'objectif, c'est de 80% hein, pour réduire la mortalité de façon significative. Et vous voyez quand même, il y a quelques différences entre les régions. Les régions qui participent mieux au dépistage, ce sont des régions qui ont mis en place quelques départements pilotes avec les expérimentations qui ont débuté dans les années 90. Donc, il y a un meilleur taux de couverture, mais je pense que ça va évoluer les années qui viennent. Et puis, bon, il y a quelques disparités en Bourgogne-Franche-Comté. Les départements qui participent peu au dépistage, donc il y a plusieurs motifs de non-participation, mais on peut citer le nombre de préleveurs. Je pense qu'il y a très peu de préleveurs dans la Nièvre, à Haute-Saône et dans le Jura. Donc, il y a très peu de gynécologues et parfois des sages-femmes libérales qui participent bien au dépistage, mais peut-être la population ne sont pas tout à fait informées par rapport à ces nouveaux préleveurs. Je parle aussi des médecins biologistes hein, qui peuvent vacciner et maintenant les biologistes pharmaciens peuvent, pas vacciner, de prélever pour détecter cette pathologie.
Ouais, il faut que ce soit un effort vraiment collectif, hein, quand on voit les chiffres, Ouais, les généralistes, les sages-femmes, les gynécos, les biologistes, ouais, tout ouais. le monde, il faut qu'on s'y mette parce que c'est quand même assez triste d'avoir des chiffres aussi bas. Ouais, voilà, c'est un petit peu bas. La population cible en Bourgogne-Franche-Comté s'élève à peu près à 710 000 femmes. Et donc l'année dernière, nous avons invité toutes les femmes non participantes au dépistage. Et donc la nouveauté de cette année, donc c'est la décision ministérielle à partir de janvier 2024, c'est l'assurance maladie qui envoie les invitations. Donc, c'est une nouveauté, mais je voulais quand même rassurer tout le monde, il n'y a aucun changement au niveau des modalités des dépistages. Et en fait, juste quelques rappels, la diapositive suivante. Par rapport à ces invitations, donc comme vous le savez, pour le côlon et le sein, l'assurance maladie envoie la première version, version papier. La deuxième version, donc c'est la relance 1 ou 2, ce sont des versions dématérialisées. Donc il y a des étiquettes, il n'y a aucun problème. Ce qui change pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, l'invitation et la relance 1 qui est envoyée à 6 mois, ce sont des versions dématérialisées et la relance 2 à 1 an est envoyée en version papier. Il n'y a plus d'étiquette. Et ce qui est important pour ce dépistage, c'est de cocher la case dépistage organisé sur le bon qui accompagne le prélèvement, parce que si cette case n'est pas cochée, la femme souvent est obligée de payer le dépassement honoraire. Donc, c'est important de cocher cette case pour que l'analyse soit prise en charge par l'assurance maladie sans avance de frais. Voilà, c'est un message important parce que voilà, parfois On on oublie, oublie ça va trop et, vite. voilà, et ça pénalise les femmes. Et donc là, on travaille également au niveau national parce que voilà, c'est un petit peu embêtant. Peut-être les étiquettes qui étaient initialement présentes sur les invitations seront à nouveau ajoutées sur les invitations Papier. papier. Mais c'est en cours de travail parce que voilà, il faut qu'on ajoute ces étiquettes. Ça faciliterait la vie à tout le monde et aux anatomes-pathologistes et biologistes aussi qui travaillent beaucoup et qui sont impliqués dans ce dépistage. Sachant que c'est un volume énorme, hein. Enfin, Oui, 300 000 courriers, tout à c'est fait. fabuleux, je trouve. Mm. Donc voilà, petit rappel également, donc les femmes sont concernées par ce dépistage, les femmes enceintes, les femmes ménopausées, les femmes vaccinées, donc ce sont des questions qui reviennent souvent, les femmes immunodéprimées et puis les femmes qui étaient exposées au Distilbène qui était prescrit dans les années 70, hein, vous savez. Et donc la diapositive peut-être suivante. Ah oui, par rapport aux femmes enceintes, donc c'est la question qui revient souvent. Donc voilà, les femmes enceintes font partie de la population cible. Il est recommandé de proposer ce dépistage lors de la première consultation prénatale du premier trimestre ou lors de la consultation postnatale, souvent à 6 semaines après l'accouchement. Voilà, c'est juste une petite En parenthèse. respectant quand même les délais Oui, recommandés, tout à fait. entre 20 Oui, enfin, oui, c'est ça, et 30 ouais, et 30 et au-delà, quoi. D'accord. exact. Pour les deux types de dépistage. Ouais. Et la diapositive suivante. Et voilà, par rapport à notre centre, donc nous sommes toujours là. Notre centre regroupe 5 antennes. Il y a une antenne en Franche-Comté, 4 en Bourgogne. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Et en fait, notre centre est en train d'emporter tous les résultats des prélèvements réalisés dans le cadre de dépistage, mais aussi hors dépistage parce qu'en fait, notre rôle principal, c'est le suivi des résultats positifs. Donc, on travaille également avec l'INCA pour mettre en place ce suivi de façon harmonisée au niveau national. Et donc, nous avons la chance d'avoir le comité scientifique, d'ailleurs, qui se réunit la semaine prochaine pour voilà, prendre en compte aussi nos particularités locales. Et nous sommes là aussi pour organiser des formations destinées à tous les préleveurs. Et au niveau national, donc on travaille sur le collecteur national qui va normalement euh, recueillir toutes les données relatives à ce dépistage. Et nous attendons tous, vous savez, ce dispositif qui était annoncé déjà l'année dernière, qu'on appelle l'autoprélèvement vaginal.
Donc, en fait, ce sera un kit de prélèvement qui sera envoyé à toutes les femmes qui n'ont pas répondu à en fait, aux invitations de l'assurance maladie et relance. Et en fait, c'est un dispositif qui a déjà prouvé son efficacité dans les départements expérimentaux. D'accord, Mm, intéressant. voilà. Donc, Merci voici beaucoup. les coordonnées du CD, CCDC, je ne sais jamais, il y a trop de C, trop de D, et on peut s'adresser Ouais, à toi et à vous, ouais. enfin le reste de l'équipe, si on a des questions. Ok, parfait, merci Raouchan. Je crois qu'il n'y a pas de questions de la part des auditeurs, je n'en ai pas vu apparaître. Et donc, on va pouvoir passer la. Alors, vous pourrez les poser également à la fin si vous le souhaitez. Nous avons le plaisir d'accueillir également. Super. Vous Ah, m'entendez? oui, docteur de Lagrange. Super. Oui, voilà. Je suis Voilà, désolée pour le retard de tout à l'heure. il n'y a aucun souci. C'est le plus important, c'est que vous soyez là maintenant. Donc, ben, Madame de Lagrange, merci de nous rejoindre et vous allez nous. Alors, je l'ai déjà précisé, mais vous êtes ORL et vous travaillez en particulier au centre Leclerc en cancéro à Dijon. Et donc, vous allez nous expliquer un petit peu, enfin, faire le lien entre HPV et cancer des voies aérodigestives supérieures. Eh ben, déjà, bonjour à tous. En fait, je suis pas réellement ORL, même pas du tout. Je suis Ah, oncologue médicale au centre anticancéreux. Et du coup, mes spécialités sont à la fois la prise en charge des cancers ORL et des cancers bronchiques. Et donc, c'est à ce titre, en fait, où je m'étais intéressée, comme beaucoup de mes collègues ORL, sur la vaccination de l'HPV, parce que c'est une problématique nouvelle pour nous, avec des nouveaux patients, et qu'on est quand même très impliqué devant l'apparition de ces cancers de l'oropharynx. Ce que je voulais, au début, enfin, je sais pas si elle a été inclue ou pas, mais j'avais un peu prévu de me faire aider par une vidéo d'un de mes collègues qui, pour le coup, est ORL et à l'Institut Gustave Roussy. Mais en fait, vu ce qui a été dit avant, franchement, ce serait complètement redondant. Voilà, alors on n'a pas pu l'inclure techniquement, la vidéo. Ouais, et puis en plus, ben, pour le coup, c'est le docteur Goff, qui est chirurgien ORL à l'Institut Gustave Roussy, qui s'était motivé pour créer cette vidéo qui dure 1 minute 20, où il résumait en gros. Et alors, euh, pour les auditeurs qui seraient curieux de cette vidéo, ils vont recevoir le lien par Internet, par mail, et pourront la regarder ultérieurement. ouais, je trouve La elle thématique est, s'en occupe. ouais, elle est très chouette parce elle explique pourquoi il faut vacciner les garçons. Pourquoi d'abord en vaccinant les garçons on diminue la charge virale et qu'on protège les filles, mais aussi pourquoi les garçons sont particulièrement impactés par ces cancers. Peut-être que les gens le savent pas assez, et en tout cas c'est très clair. Donc ben, je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante pour dire que la pour dire que le cancer de l'oropharynx, eh ben, c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet dans le monde où on voit ces cancers augmenter régulièrement, alors que pour autant, grâce aux campagnes de diminution, parce que quand même un peu du tabac, on voit diminuer globalement, et surtout dans d'autres pays, la France, ça reste encore un peu une exception, mais aux États-Unis, par exemple, ils ont une nette diminution de leur cancer ORL, mais pas les cancers de l'oropharynx. Et les cancers de l'oropharynx, ça reste dans les populations où on n'a pas encore la vaccination, un vrai sujet. Diapositive suivante. Juste pour dire, bon, bah quand même, hein, les cancers ORL, ça reste des cancers très fréquemment liés au tabac, à l'alcool. Et à ce titre-là, les femmes qui boivent plus de 2 verres par jour rejoignent les facteurs de risque des hommes. Traditionnellement, le cancer ORL, c'était un cancer masculin. C'est toujours le cas, mais on commence à voir des cancers de larynx chez des femmes, c'est pas rare. Et on note l'apparition de l'augmentation de l'incidence des cancers de la gorge, de la base de langue, de tout ce qu'on appelle l'oropharynx, et régulièrement en lien avec l'HPV, qui est soit un facteur unique, et quand on voit des taux
comme dans les diapositives que vous avez montrées tout à l'heure, avec 1700 cas de cancer de l'oropharynx attribuables à l'HPV, alors qu'on a environ 5000 cas de cancer de l'oropharynx par an en France. On se dit, ah ben oui, c'est pas tout à fait les chiffres. En fait, c'est des cancers qui sont exclusivement rattachés à l'HPV chez des patients pour lesquels on trouve aucun autre facteur de risque. Ça veut dire qu'on a quand même 1300 hommes, 300 femmes environ, qui n'ont jamais fumé, qui n'ont aucun problème avec l'alcool et qui ont des cancers de l'oropharynx. C'est souvent des gens jeunes. Et je trouve qu'à un moment où on se pose des questions en termes d'épidémie virale, là, on a un vrai sujet. Et la diapositive suivante, donc c'est pour faire un rappel. En fait, en France, le cancer ORL, c'est un cancer fréquent, 17 000 cas par an, en augmentation chez la femme, en rapport avec l'alcool et le tabac, en légère diminution chez l'homme, mais ça reste quand même le quatrième cancer le plus fréquent. C'est une maladie grave, le cancer ORL. Le taux de survie à 5 ans est globalement de 40%. Le plus souvent en raison des comorbidités alcool-tabac, évidemment, mais aussi en raison d'un diagnostic qui, on va le voir, est souvent tardif. Diapositive suivante. Donc, les cancers ORL, les cancers de l'oropharynx, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est la base de langue, l'amygdale, le plancher buccal. 5000 cas en 2018, 1700, comme on l'a vu, entièrement attribuables à l'HPV, alors qu'on note une prévalence de l'HPV qui augmente dans les analyses qu'on fait histologiques des cancers de l'oropharynx. On est actuellement aux environs 57, voire 60% de présence d'HPV dans ces tumeurs. En fait, c'est la plupart du temps, 9 fois sur 10, l'HPV 16. Et c'est un diagnostic, on disait tout à l'heure, qui est souvent tardif, souvent sur une adénopathie cervicale, qui va signer en fait le stade 3 de ces cancers dans cette maladie. C'est 80% des cas des cancers de l'amygdale qui sont retrouvés sur une adénopathie, et c'est 90% des cancers de base de langue. Donc c'est vrai que je vous fais passer la diapositive suivante pour dire que voilà, le cancer ORL, en fait, ce sera, je pense, l'objet de la campagne Rouge-Gorge à venir. Il faut y penser. Un diagnostic précoce, ça sauve des vies. Le rappel, c'est que les stades 1 de l'amygdale ont des espérances de vie à 5 ans de plus de 90%. C'est par ailleurs des patients qui vont être opérés maintenant avec des techniques robot-assistées, avec très peu de comorbidité, alors que, je vous en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, les cancers ORL, ça reste des cancers avec des traitements qui sont extrêmement difficiles. Et ça vaut le coup en fait de pouvoir se diagnostiquer plus tôt pour avoir des traitements moins invasifs. Et puis très Euh, délabrant aussi, souvent. Exactement, en fait, avec des séquelles tardives. Et pour le coup, les cancers de l'oropharynx du papillomavirus, on a essayé de faire des désescalades thérapeutiques parce qu'il semblerait que ce soit des cancers de meilleur pronostic, mais en fait, ça reste des cancers de meilleur pronostic quand on leur fait des traitements maximalistes. Donc, ça veut dire qu'on entraîne quand même chez des hommes qui sont jeunes, parce que c'est quand même fréquemment des gens entre 45 et 60 ans, des séquelles tardives comme des hypocyanurées, des problèmes dentaires qui sont vraiment pas, qui sont pas rien dans la vie quotidienne. Et on essaye de désescalader les traitements, de faire des traitements moins invasifs. Et quand on fait ça, ça fonctionne pas. Par contre, les chirurgiens, eux, sont très bons avec leurs amygdalectomies robot-assistées, qui sont vraiment des chirurgies très bien supportées maintenant. Je voulais juste te dire, ben voilà, ce qu'on était en train de dire là, quand même, un cancer ORL, ben, c'est rarement de la chirurgie parce qu'on est souvent malheureusement sur des diagnostics, surtout au niveau de l'oropharynx, avec des atteintes ganglionnaires et que la grosse chirurgie avec curage ganglionnaire,
elle est souvent pas possible et souvent on propose des associations de radiothérapie, chimiothérapie, 7 semaines de traitement, des allers-retours tous les jours pour les rayons, de la chimiothérapie potentiellement néphrotoxique qui entraîne des neuropathies. Et puis la nécessité de mettre une sonde d'alimentation pendant les traitements, ça reste un peu un traumatisme quand même, la prise en charge du cancer ORL. Bien sûr, pour les patients HPV+, alors qu'on n'a pas de différence de traitement pour le moment, on fait des recherches systématiques, on commence rarement des traitements sans les caractéristiques actuellement parce que la recherche avance dans ces domaines. On n'a pas pu modifier les protocoles, on se pose quand même la question de l'immunothérapie en remplacement de la chimiothérapie. C'est quand même des maladies où il y a une certaine immunogénicité sur ces infections virales. Les vaccins thérapeutiques, les études sont en cours et qui n'ont pas de rapport du tout avec les vaccins préventifs. Et puis quand même, on fait des surveillances de la charge virale persistance pour se demander si il n'y aurait pas une façon de surveiller ces patients un peu différemment en diminuant les endoscopies, en diminuant les scanners systématiques et en s'accordant peut-être sur la présence d'ADN viral circulant sanguin qui n'a pas de rapport avec la présence de l'HPV en lui-même. Juste un petit rappel, mais mes collègues vous l'ont déjà dit, pour dire que les infections à HPV oncogènes, c'est des développements sur environ une quinzaine d'années, ce qui aide à répondre à la question principale que se pose le patient qui est atteint d'un cancer de l'oropharynx et qui est diapositive suivante. Est-ce que je suis contagieux pour mon conjoint? Et je me disais que c'était quand même important voilà, enfin, nos référentiels actuellement, qui sont calqués sur ceux de l'Institut Gustave Roussy, c'est de répondre aux patients chez qui on découvre un cancer HPV induit, que si il a le même partenaire sexuel régulier depuis longtemps, il n'y a pas d'intérêt à changer les pratiques sexuelles parce que de toute façon, la contamination, elle a eu lieu et possiblement, et c'est le cas le plus fréquent, le conjoint, il a éliminé tranquillement son HPV. On recommande évidemment, si c'est une femme, de rentrer dans le protocole de dépistage, mais sensiblement au même titre que les patientes concernées par le dépistage, ni plus ni moins. Et on essaye de les rassurer sur le fait que c'est pas la peine qu'ils recherchent des contaminations dans l'année qui précède. Il n'y a pas de discussion à n'en plus finir sur euh, le rôle d'une maladie sexuellement transmissible récente en tout cas. Par contre, en cas de nouveau partenaire, ben, l'idée ce serait de recommander d'avoir des rapports sexuels protégés parce que chez les patients traités, la plupart n'ont plus de virus détectable, mais c'est pas toujours le cas. Et donc on peut imaginer qu'ils sécrètent toujours et qu'en cas de nouveau partenaire, ça implique peut-être de protéger le nouveau partenaire, même si c'est évidemment contraignant à plus d'un titre. Diapositive suivante, mais qui va être redondante avec ce qui a été dit. En fait, ces deux diapositives qui sont mises en parallèle à droite, c'est les résultats en fait d'une étude qui s'appelle Core Progress, en fait, qui est une étude de prévalence des infections virales à HPV oncogènes. Ça a été réalisé entre 2021 et 2023, donc c'est récent en France. 12 sites dentaires français où on a prélevé en fait euh, par des prélèvements bucco-pharyngés et envoyé des tests viraux qui sont revenus positifs dans 8% des cas quand même. Donc ça montre quand même que c'est une infection avec une prévalence importante. Et c'était 2,5% des patients qui présentaient des infections à HPV oncogènes. Donc, quand même, un taux de prévalence dans la population qui est absolument pas nul. Et de manière corrélée ou pas, en tout cas, on note de façon très importante sur la courbe de gauche une augmentation de la fréquence de la présence d'HPV dans les cancers de l'oropharynx qu'on diagnostique.
On pourrait se demander si c'est pas un effet de contraction, s'il y avait une diminution des cancers de l'oropharynx globalement, mais c'est pas vrai puisqu'on a vu sur la première diapo que les cancers de l'oropharynx, ça augmente. Même si le tabac diminue, ça augmente. Et donc, c'est quand même la survenue de nouveaux cancers. C'est une nouvelle maladie, en fait, avec des nouveaux patients. Et on se l'explique, ça? L'augmentation Des cancers ORL HPV induits? parce qu'il y a une augmentation des infections HPV. D'accord. Ok. Et enfin, globalement, on n'a pas réellement d'explication parce que pour le coup, on sait que c'est un facteur qui peut être le seul facteur dans la survenue de ces cancers. C'est pas j'ai abîmé ma muqueuse avec du tabac et le germe vient se mettre. Ça, c'est un facteur aggravant. Mais c'est vraiment, a priori, la prévalence de l'infection oropharyngée, la fragilité en plus des muqueuses des garçons, qui favorise ces cancers. Diapositive suivante. Juste rapidement, pour dire que c'est pas que en France, hein, c'est globalement en Europe qu'on trouve cette augmentation de l'HPV, puisque là, la petite image verte, c'est le taux d'HPV dans les cancers de l'oropharynx en 2009 et dans les cancers de l'oropharynx en 2019. Et on voit que ça concerne l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la France et que 9 fois sur 10, c'est de l'HPV 16. Diapositive suivante. Un petit peu des bonnes nouvelles, en fait, pour dire qu'il semblerait que dans les études de prévalence qui ont été faites aux États-Unis, la prévalence des infections oropharyngées à HPV 6, 11 et 16 et 18 sur des prélèvements effectués entre 2011 et 2014, en sachant que la vaccination aux États-Unis a commencé en 2009, je crois, et 2011, ou 2006 et 2011. On voit que euh, parmi les patients vaccinés, eh ben, il y a une nette diminution de la prévalence des infections oropharyngées. Diapositive suivante. Pour dire que ça se retrouve en fait dans une revue de littérature qui concerne des études britanniques, finlandaises, américaines, réalisées entre 2016 et 2021, quand même 46 000 dossiers, et on voit une réduction relative de 83% du risque d'infection à HPV avec la vaccination. Diapositive suivante, ce sera mon avant-dernière pour dire qu'on va pas pouvoir en fait faire un vrai essai thérapeutique pour montrer que le cancer de l'oropharynx est sensible, enfin va diminuer de manière significative en lien avec la vaccination de l'HPV de l'ensemble de la population concernée. Mais on a envie de considérer quand même qu'il y a plein d'arguments et notamment la présence d'anticorps anti-HPV dans la muqueuse orale des patients vaccinés comme celles qu'on retrouve dans les muqueuses gynécologiques des patientes vaccinées, plaident pour dire qu'on devrait avoir des résultats similaires. Et en tout cas, diapositive suivante, et c'est ma dernière diapositive, c'est ce que semble montrer en fait cette diapositive, c'est la population en fait qui a été vaccinable et vacciné en fait aux États-Unis, puisque ça concerne les 20-44 ans, avec des chiffres en fait qu'on voit décroître entre une cohorte analysée en 2002-2008 avant la vaccination et une cohorte vaccinée en 2014 et 2018, garçons-filles, et ce alors que dans la population qui n'a pas été vaccinée, donc les plus de 45 ans, l'incidence du cancer de l'oropharynx continue à augmenter. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si on a des questions. En tout cas, j'ai vu apparaître, voilà, le professeur Christiane Mougin. Vous voulez prendre la parole. Bonjour, Madame Bonjour. Mougin. J'ai une remarque et une question. Enfin, une remarque. Il y a une diapositive, et donc c'est pour Madame Lagrange, sur laquelle, c'est la diapositive Diacor, où vous avez dit qu'effectivement, on avait un taux positif d'HPV. Alors, c'était 43%, j'ai plus le chiffre en tête. Et en fait, c'est simplement qu'il faut faire attention parce que vous avez noté P16. Donc,
HPV-16. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est important parce que je me suis déjà trouvée dans des situations un peu complexes euh, avec des étudiants en médecine qui soutenaient leur thèse. La P16, c'est une protéine marqueur de l'infection à HPV-16 ou d'autres Mhm. HPV, mais ce n'est pas spécialement l'HPV-16. Donc, c'est un peu confusing, comme disent les Américains. Donc, il faut bien insister en disant que c'est un marqueur indirect de l'infection à HPV. D'accord? On va Après, vous ça dire après. change pas les taux, hein. Ça change pas les taux de présence de l'HPV parce que pour ces études, il y a eu des recherches. Après, c'est vrai que nous, par exemple, on considère un cancer HPV induit. Alors, évidemment, si on a la recherche de l'ARN de l'HPV, mais on ne le fait pas en systématique, les arguments, c'est le marquage P16 Oui, membranaire oui. et la tumeur non kératinisante, très indifférenciée. L'aspect tumoral, c'est des tumeurs qui sont différentes, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais simplement Oui, préciser bien que le sûr. PFS, c'est le marqueur indirect de l'infection Oui, à oui, HPV. complètement, Voilà. complètement. Donc, ça, c'est la première Merci. chose. Et puis, pour, vous avez parlé de l'ADN circulant. À Besançon, effectivement, Christophe Borg a fait une très belle étude, enfin, est en cours de faire une très belle étude sur les cancers de l'anus aussi, Mhm. qui sont associés à HPV-16. Et il étudie effectivement, comme vous l'avez souligné, le suivi, enfin, ou l'efficacité des traitements. En plus, bon, il y a de l'immunothérapie chez ces patientes en testant l'ADN Viral. tumoral, c'est-à-dire l'ADN HPV circulant, parce Mhm. que c'est de l'ADN HPV circulant qu'on mesure avec des techniques un petit peu particulières et on peut voir effectivement l'efficacité des traitements avec cette technologie. Donc, pour le suivi des patients, c'est vraiment très, très, très important. Ça, vous l'avez souligné. Puis j'en avais une troisième question aussi. Je sais plus. C'était sur la protection sexuelle. Alors, c'est vrai qu'on s'est posé la question pourquoi ces cancers ORL, il y en a autant maintenant. Je crois quand même qu'il faut effectivement penser aux modifications des comportements sexuels. Il y avait eu un très beau papier dans le bulletin du cancer il y a quelques années où on avait vu l'évolution des comportements sexuels du cunnilingus et autres au cours des 20 dernières années. Donc, et c'était très, très intéressant. Et je pense que c'est une des raisons aussi euh, pour laquelle ou pour lesquelles, effectivement, on voit une augmentation de ces cancers liés à l'alcool-tabac. Mais bon, Après, HPV. moi, je pense qu'on maîtrise pas tout parce que dans notre cohorte de cancer de l'oropharynx, on a beaucoup de jeunes hommes, Oui, clairement, et fumeurs ou non-fumeurs ou petits fumeurs, mais on a aussi des non-fumeurs. oui. Et on a aussi beaucoup de vieilles dames. Donc, on a Alors, des patientes âgées qui font des cancers, et souvent des cancers en lien avec des érosions des appareils dentaires, comme si l'inflammation chronique de l'appareil favorisait quelque chose, mais on retrouve quand même la présence d'HPV et pas que de P16. alors, simplement à un congrès assez récemment, ce deuxième pic chez les femmes âgées a été aussi en partie peut-être expliqué par le fait que c'est des femmes qui sont des années 68, la libération sexuelle, et qui finalement apparaissent, ce deuxième pic apparaît. Alors il faut voir C'est pas faux. si Ouais. effectivement dans 20 ans, eh ben, c'est toujours le cas. Et voilà. Mais c'est pas évident. Et puis la question se posait aussi d'éventuellement une immunodépression qui pourrait réactiver une infection HPV. Si tant est que ce soit vrai, parce que Serge pourrait aussi enfin, me le confirmer, on n'a pas encore véritablement démontré l'existence d'une infection latente comme les virus de la famille des herpès. Et donc, le virus latent, point d'interrogation. J'ai suivi énormément de conférences cette année. C'est difficile de dire que ce virus persiste à l'état latent et peut être éventuellement réactivé à l'occasion, effectivement, d'une immunodépression au moment de la vieillesse, entre guillemets. Mais bon, ça, c'est des... Et moi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de dépistage en fait dans les cancers de l'oropharynx. Il n'y a pas de lésions précancéreuses, il n'y a pas de signes précessifs qui permettraient d'avoir une campagne de dépistage. Je pense que c'est aussi des choses qu'il faut garder en tête. En Ça tout change cas, un peu la donne. Ouais. en Mais tout ça, je cas, suis d'accord. Je suis c'est d'accord avec vous, mais insister, il faut absolument, absolument, absolument insister pour vacciner les garçons. C'est vraiment la chose fondamentale. Vous l'avez bien dit, mais il faut le crier haut et fort parce qu'on aura effectivement, dans le premier trimestre 2025, l'extension de la vaccination, et ça y est, c'est fait, jusqu'à 26 ans.
il n'y a toujours pas de recommandation pour la prévention des cancers ORL en France, alors que ces recommandations existent aux États-Unis. Et comme je dis toujours, les hommes ne sont pas très différents, les femmes ne sont pas très différents en France des États-Unis. Mais voilà. Et donc, il faut... En tout cas, nous, les praticiens, parce que les auditeurs sont des gens de terrain, c'est un argument qu'il faut et qu'on peut utiliser pour inciter les familles à faire vacciner les garçons. Et ça, c'est très intéressant. Donc, merci de nous avoir éclairé sous cet angle-là. Je suis obligé d'interrompre parce que le temps imparti est passé. En tout cas, merci beaucoup de ces échanges qui sont extrêmement riches. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions, mais rapides, des auditeurs? J'ai l'impression que non. Non. Bon. Alors, on a voilà, des intervenants qui étaient passionnants. Merci, professeur Douvier. Merci, Madame Lagrange. Merci, Raouchan. Merci, professeur Mougin. Et clin d'œil appuyé de l'un de vos anciens étudiants. Et tout l'ensemble de ce webinaire sera accessible sur le site de la FEMASCO, comme d'habitude, je vous l'ai déjà précisé, en replay. S'il y a d'autres questions ou d'autres choses qui émergent, vous pouvez toujours nous les faire remonter par le biais de la FEMASCO pour qu'on les diffuse auprès des intervenants. Voilà pour ce qui est de ce webinaire du jour. Il n'y aura pas d'autres webinaires avant la fin de l'année, donc on se donne rendez-vous pour le prochain en 2025. Merci beaucoup de votre attention, merci à tous les intervenants et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.